Imaginez, vous êtes fermier au Brésil, vous sortez dans votre camp chaque matin où vous travaillez depuis des mois en espérant une bonne récolte. Mais un jour, vous découvrez un spectacle bouleversant. Tout est chaos. Le sol a été retourné et éventré comme après un bombardement, les zones vertes sont maintenant des cicatrices brunes, le terrain est criblé de cratères. Du jour au lendemain, votre travail et votre argent sont partis en fumée. Mais c'était pas un bombardement. C'est l'œuvre des sangliers, des animaux malins et débrouillards au possible. Et ils reviendront encore et encore, quoi que vous fassiez. Une véritable apocalypse. Bien, les sangliers ou sus scrofa en latin. Aujourd'hui, ils sont considérés comme l'un des pires animaux invasifs au monde. Ils sont les ancêtres des cochons domestiques et on les élevait autrefois pour la viande et la chasse. Quand ils débarquent quelque part, les sangliers s'adaptent rapidement, ils s'installent et après ça, plus rien ne peut les arrêter. Ils sont arrivés au Brésil récemment, entre la fin des années 80 et le début des années 90. À l'époque, ces animaux exotiques étaient importés pour l'élevage et la chasse seulement. Eh bien, ça s'est mal terminé. Certains se sont échappés et d'autres ont été relâchés. Finalement, ils se sont croisés avec les porcs locaux, ils ont hérité de leur fertilité et ils ont établi des populations durables. Maintenant, on en trouve dans les 6 zones naturelles du pays, des forêts humides de l'Atlantique aux savanes sèches du Cerrado. On en a repéré dans 20% des villes brésiliennes, surtout dans le sud-est. Et la majeure partie du pays est un paradis pour eux. La forêt atlantique leur tend les bras, ainsi que la moitié du Cerrado, et les choses ne vont faire qu'empirer. En effet, les sangliers ne font pas que se répandre, ils endommagent, en fait, à peu près tout. Avec leurs longs groins, ils creusent de gros trous, ils retournent le sol dont ils détruisent des couches importantes. Les champs se retrouvent labourés, ravagés. En quelques jours, des sangliers peuvent anéantir pour des milliers d'euros de culture, privant les gens de leur gagne-pain. Et les dégâts ne se limitent pas à la terre. Les sangliers déracinent les plantes, ils détruisent les sources, ils mangent les graines et les invertébrés. Le pire, c'est la forêt atlantique, l'une des régions les plus riches en végétation du Brésil. C'est une vaste région de forêts tropicales, de savanes, de mangroves et de prairies qui s'étend le long de la côte atlantique du sud-est du Brésil, depuis l'état de Rio Grande do Norte jusqu'à celui de Rio Grande do Sul. C'est là que les colons portugais ont débarqué il y a plus de 500 ans et à l'époque, la forêt atlantique était la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Depuis, 85% de sa surface a été abattue et de nombreuses espèces sont au bord de l'extinction. Mais la biodiversité résiste. On y trouve plus de 20 000 espèces végétales, dont 6 000 endémiques et la plus forte densité d'arbres au monde. Cette région possède aussi le plus grand nombre d'espèces animales et végétales menacées. Et les sangliers y sèment le chaos. Ils mangent tout, et ce qu'ils ne peuvent pas manger, ils le détruisent. Ça met en péril le pin du Paraná, car ses graines et ses cônes sont fragiles. Or, cet arbre a déjà perdu 97% de son aire de répartition originale, bien qu'il soit considéré comme une espèce clé. Ses graines nourrissent les animaux et aident la forêt à se régénérer. Même si vous vous moquez des espèces forestières endémiques, écoutez ça, les sangliers affectent aussi le climat. Les études montrent que leur passion du fouissage libère 4,9 millions de tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère, l'équivalent de 1,1 million de voitures. Il y a environ 1,644 milliards de voitures dans le monde, mais au moins, elles servent à quelque chose. Les sangliers, pas vraiment. Le pire, c'est que les sangliers ne font pas que semer la pagaille et tout détruire, ils sont diablement malins. Certes, les porcs sont considérés comme certains des mammifères les plus intelligents de la planète, car ils peuvent comprendre des instructions et même utiliser des outils basiques. Ils savent aussi se servir d'un miroir pour trouver de la nourriture. Les chercheurs ignorent encore s'ils s'y reconnaissent ou non, mais ils comprennent en tout cas comment les miroirs fonctionnent. Ils peuvent même faire le lien entre le mouvement d'un pointeur sur un écran et celui d'un joystick. Comme les chimpanzés, même les chiens en sont incapables. Et les sangliers peuvent faire bien plus encore. Comment ?
Car ils apprennent très vite. Ils peuvent trouver des sources de nourriture et d'eau, se préparer un abri et se déplacer dans n'importe quel environnement. Chaleur, froid, sécheresse, les sangliers s'adaptent à tout. C'est des spécialistes de la survie. Quand les premiers sangliers amenés au Canada se sont échappés des fermes, personne ne s'est inquiété, car les hivers y sont rudes. Pouvaient-ils y survivre? Il s'est avéré que oui, et qu'ils pouvaient même se reproduire et devenir ingérables. Les sangliers comprennent comment éviter les pièges et ils se montrent prudents quand on essaie de les attraper. Toute stratégie de gestion des populations n'est pas vue comme une menace, mais comme une expérience. Ils adaptent leur comportement et ils s'échappent, en se montrant encore plus malins. C'est les animaux qui en souffrent le plus. Les porcs cherchent leur compagnie, surtout les jeunes, et ils peuvent transmettre des maladies dangereuses pour les humains. Les sangliers sont parfois porteurs de la peste porcine, qui peut infecter les porcs d'élevage. Cette maladie est mortelle, elle peut tuer en une semaine, et les vaccins sont encore expérimentaux. En plus de ça, au Brésil, les sangliers sont parfois porteurs de toxoplasmose, salmonellose, leptospirose, brucellose, tuberculose, trichinose et hépatite E. Sans parler de la fièvre pourprée brésilienne et de la rage. Les sangliers nourrissent les tiques et les chauves-souris hématophages, les aidant à répandre les infections. Ça se limite pas à l'agriculture, ils peuvent infecter d'autres animaux sauvages. Par exemple, les pécaris qui sont apparentés aux sangliers et peuvent attraper leurs maladies. Ils sont aussi porteurs de maladies d'herbivores, comme le virus de la fièvre afteuse qui affecte cerfs et tapirs. Certains sangliers ont développé des anticorps contre la maladie de Carré, et même si leur rôle dans sa propagation n'est pas clair, la menace pour les prédateurs est bien réelle. Toujours. Et c'est qu'une fraction des maladies, on pourrait faire une vidéo entière là-dessus. Il n'y a pas que le Brésil, les sangliers ont depuis longtemps quitté leur aire naturelle d'Eurasie et d'Afrique du Nord et atteint tous les continents, sauf l'Antarctique. Aujourd'hui, ils vivent dans 54 pays, menaçant la faune locale et les moyens de subsistance des habitants. Et ils continuent à se répandre. En fait, c'est pas compliqué quand on peut s'adapter à tout et qu'on se reproduit à toute allure, car les sangliers se reproduisent vite, beaucoup et souvent. Ils traitent l'environnement comme un buffet à volonté. En Amérique, tout a commencé au XVIe siècle. Des sangliers y ont été amenés par les colons espagnols. D'abord dans les Caraïbes, puis sur le continent. Graduellement, les animaux sont devenus sauvages et au XIXe siècle, ils s'étaient fermement établis dans le sud des États-Unis. Aujourd'hui, leur population dans le pays est estimée entre 6 et 10 millions et en 2019, on pouvait trouver des sangliers dans 35 États. Au Canada, ils sont arrivés bien plus tard, dans les années 80 et 90. Comme ailleurs, on en élevait dans des fermes pour leur viande, mais certains se sont échappés ou ont été relâchés. Depuis, leur territoire a bien grandi. Entre 2011 et 2017, leur habitat a progressé de 90 000 km² par an. De nos jours, on en trouve dans les prairies, dans les forêts et même au nord, où les hivers sont trop rudes pour beaucoup d'espèces, mais pas pour les sangliers. L'Australie est un cas particulier. Il y a environ 24 millions de sangliers là-bas, autant que d'humains. Ils vivent dans les marécages, les terres en friche et les savanes, détruisant les pâturages et les écosystèmes. Bien sûr, les gens essaient de riposter. Partout, y compris au Brésil. Depuis des années, les fermiers brésiliens utilisent des clôtures électriques pour tenir les sangliers à l'écart des cultures et du bétail. L'idée est simple, des fils métalliques tendus entre des poteaux et connectés à une batterie basse tension. Si un sanglier cherchant de la nourriture touche le fil, il reçoit un choc désagréable mais inoffensif et il part dans une autre direction. Ça ne le blesse pas, c'est écolo et c'est pas cher. Ces clôtures sont faciles à installer et à entretenir. Elles tiennent même les jaguars à distance. Bien que les jaguars, bien sûr, ne s'intéressent pas au maïs ou à la canne à sucre, mais au bétail. Les données montrent que ces clôtures permettent d'éviter la perte de 1000 veaux par an dans certaines régions. On se prend à rêver de terres agricoles entièrement clôturées. Mais il y a un hic, les sangliers sont malins, trop malins. Certains projettent des pierres et de la boue sur les clôtures pour que la clôture s'affaisse et qu'ils puissent passer par-dessus. Des témoins affirment que les sangliers sont capables de sauter les clôtures. Le rapport le plus stupéfiant vient de Fernando Gutiérrez, président d'une ONG. Selon lui, les sangliers poussent des pierres jusqu'aux clôtures pour vérifier si elles sont sous tension. S'il y a un crépitement quand la pierre touche le fil, les sangliers reculent, sinon ils comprennent que la voie est libre.
Oui, les sangliers sont sur le point de comprendre comment l'électricité fonctionne. Plus sérieusement, des recherches montrent que les clôtures électriques ne suffisent pas à protéger un champ à 100%. 40, 50, voire 64% de protection ont été obtenus, mais pas plus. 1, 2 et même 3 clôtures ne suffisent pas à arrêter les sangliers. Il faut une approche globale. Ça inclut par exemple la pose de pièges mécaniques financés par le gouvernement. On les installe là où les sangliers sont particulièrement actifs, comme autour des sites de pâturage ou de repos et là où ils se nourrissent et boivent. Il y a différentes sortes de pièges, mais ils partagent certaines caractéristiques clés. D'abord, ils sont très solides et fermement fixés, car les sangliers sont assez forts pour s'échapper. Ensuite, ils sont tous faits de grillages, et enfin, ils possèdent des portes légères qui ne s'ouvrent que dans un sens. Quand un animal pénètre dans le piège, il ne peut pas en sortir seul. Et bien sûr, il faut un appât. Sinon, pourquoi les sangliers entreraient-ils ? Mais leur intelligence gâche tout à nouveau. Les sangliers vivent en harde. Ils apprennent non seulement de leur propre expérience, mais aussi de celle des autres. Et il est difficile d'attraper tout un groupe à la fois. Les sangliers restés libres comprennent vite ce qui se passe. Le piège devient un signal de danger pour eux. À l'avenir, ils éviteront de tels dispositifs et plus un sanglier est vieux, moins il risque d'être attrapé. En général, c'est les jeunes qui tombent dans le panneau car ils manquent d'expérience. Si un sanglier finit dans un piège et que ses collègues le voient, ils éviteront les pièges à l'avenir. Ils pourraient même libérer leur ami car ils sont assez malins pour comprendre comment la porte fonctionne. La compétition pour l'appât peut aussi être un problème. Les individus dominants repoussent les plus faibles qui échappent ainsi au piège. C'est un problème car pour contrôler la population, tout le groupe doit être neutralisé. Surtout les truies. Les spécialistes du piégeage de sangliers insistent sur le fait que les truies doivent être retirées en premier. Comme je l'ai dit, les sangliers se reproduisent à un rythme incroyable. Les femelles ont en moyenne 12 marcassins tous les 15 mois. 6 mois après la naissance, les sangliers peuvent déjà se reproduire, et ainsi de suite. Bref, pour stabiliser leur nombre, il faut éliminer au moins 66% de la population. Et si possible, davantage. Sinon, leur nombre ne fera qu'augmenter. Et ni les pièges ni les barrières ne suffiront. Les études scientifiques le confirment en effet. Bien sûr, il y a aussi la chasse, mais c'est pas si simple. Cette méthode est employée aux États-Unis, mais au total, elle ne fait qu'empirer le problème. Un raté, et l'animal se souviendra toute sa vie de ce qu'est la chasse et qu'il doit se tenir à distance des chasseurs. Et au sein de la harde, on se passera le message. Statistiquement, le taux de succès de la chasse n'atteint que 2 ou 3%. Dans certains États, elle est d'ailleurs interdite et les sangliers sont vraiment trop malins. Ils agissent encore plus prudemment et adoptent un mode de vie nocturne, ce qui les rend incroyablement difficiles à trouver. Au point qu'il faut leur tirer dessus depuis un hélicoptère. Sinon, pas moyen de les repérer, ils se cachent dans des coins difficiles d'accès et ils savent comment éviter les humains. Cette méthode est un moyen efficace de contrôler la population, mais tout le monde ne peut pas se permettre d'utiliser un hélico contre des cochons sauvages. Surtout quand il y en a trop et qu'ils se cachent dans des forêts tropicales. Au Brésil, les mesures de contrôle ne suffisent pas face au rythme de reproduction de l'espèce. On estime qu'en 2025, plus d'1 million de sangliers devront être abattus, et ça suffira à peine à empêcher que leur nombre augmente. Bon, il existe aussi des méthodes à l'ancienne, des trucs de fermiers. Par exemple, certains étendent des cheveux humains collectés dans un salon de coiffure le long des champs. Les sangliers sentent l'odeur humaine et ils restent à distance. Enfin, en théorie. Mais certains disent que c'est parce que les cheveux leur chatouillent le groin et qu'ils n'apprécient pas. D'autres suggèrent d'arroser le sol avec de l'urine humaine ou d'accrocher des chiffons trempés dans de l'eau de Cologne. Là encore pour simuler une présence humaine. Les options ne manquent pas, mégots de cigarettes, boules anti-mites et même urine de loup synthétique, un répulsif qui imite l'odeur d'un prédateur. Ou encore, on peut allumer une radio qui passe de la musique forte ou des débats pour faire comme si des humains se trouvaient là. Mais même si certaines de ces méthodes fonctionnent, l'effet ne dure pas longtemps. Après quelques jours, les animaux s'habituent à l'odeur et au son et la peur s'évanouit. Et quand il pleut, l'odeur est lessivée, donc il faut en remettre une couche, éparpiller des cheveux, jeter des mégots, verser de l'urine. Et parfois, on fait tout ça pour rien car, et oui, les sangliers sont malins.
Tout a commencé avec un fermier du sud du Brésil. Son nom est inconnu, mais ça importe peu. Ce qui compte, c'est qu'il cultivait du maïs, ou peut-être de la canne à sucre ou du soja, et tout allait bien pour lui, jusqu'à ce qu'une nuit, des sangliers viennent dans son champ. Le matin, le fermier a vu que les plantes avaient été déracinées, les épis mâchés et le sol retourné comme par un bombardement. La récolte était perdue. Après un tel raid, la plupart des fermiers auraient cessé de travailler la terre, mais pas lui. Il a pensé à son grand-père qui lui racontait comment, dans le temps, les natifs protégeaient leur culture des animaux sauvages en creusant des fossés. Ou peut-être qu'il a simplement laissé libre cours à son imagination et tenté quelque chose. À la saison suivante, un fossé était apparu autour du champ. Profond entre 1 mètre et 1,50 m et large environ 70 cm. Le fermier avait creusé la terre pour créer une pente raide. Son idée était simple, un sanglier ne pourrait pas sauter par-dessus et s'il essayait, il tomberait dedans. Et il ne pourrait en sortir que du côté opposé au champ. Ça a marché, le fossé s'est avéré si efficace que les sangliers ne pouvaient pas le franchir. Des vidéos le prouvent. On y voit des groupes entiers de sangliers buter contre le fossé, tomber dedans ou faire demi-tour sans atteindre le maïs. Contrairement aux clôtures fragiles et aux pièges qui demandent de l'entretien, le fossé fonctionne silencieusement et sans arrêt. Le fermier a vite remarqué la différence. Alors qu'avant il perdait presque toute la récolte, il en sauve maintenant 90%. Pour l'agriculture, c'est presque un miracle, surtout avec des sangliers dans le coin. La nouvelle s'est répandue, les voisins sont venus voir, ils ont posé des questions, ils sont rentrés chez eux et ils ont commencé à creuser le même genre de fossé. Cette technique, née du désespoir, est devenue très populaire. De Minas Gerais à Sao Paulo, des fossés sont apparus sur de nombreuses parcelles. Certains fermiers les renforcent même avec du grillage pour les rendre plus solides et éviter le lessivage du sol. Cette méthode s'est répandue au Brésil malgré les restrictions environnementales. La loi brésilienne exige en effet un permis ou une licence pour effectuer des travaux de terrassement. Mais le problème des sangliers est tel que les autorités ont assoupli les règles. D'autant que les fermiers ne disposent que de ces fossés comme arme populaire contre les sangliers, et que ça fonctionne bien mieux que les cheveux. Les rapports disent que cette arme populaire a permis d'économiser des centaines de milliers d'euros en terres agricoles. C'est plus qu'une simple barrière à sangliers, mais un symbole qui prouve que parfois on peut s'en sortir sans technologie avancée. Malheureusement, les fossés ont des inconvénients. Tout d'abord, construire de tels fossés demande de l'argent et de la main-d'œuvre. Il ne suffit pas d'attraper une pelle et de creuser, c'est plus compliqué que ça. Pour les grandes fermes, ça peut revenir très cher, surtout s'il faut des engins. De plus, creuser ces fossés peut prendre du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Sans mentionner qu'il faut tout planifier soigneusement. Ensuite, les fossés se remplissent d'eau, surtout à la saison des pluies. Dans ces bassins temporaires, les moustiques se reproduisent et ils peuvent être porteurs de maladies comme la dengue. Sachant que le Brésil connaît déjà des épidémies, ces tranchées peuvent constituer un risque sanitaire supplémentaire. Le troisième problème, c'est le sol. Tous les terrains ne demandent pas la même technique de creusage et le même équipement. Parfois, il faut des engins spécialisés ou déployer des efforts supplémentaires pour étayer les pentes et les empêcher de s'éroder. Ça ajoute de la complexité et du coût au travail. Et l'érosion préoccupe les écologistes. D'autant qu'ils s'inquiètent aussi que les animaux piégés dans les tranchées puissent être blessés, ce qui oblige à prévoir des rampes spéciales. Et le risque existe aussi pour les humains. Creuser et entretenir ces fossés peut mener à des accidents. Le travail se fait sur des zones glissantes et dans des conditions de faible visibilité, donc il faut être très prudent et suivre les règles de sécurité. Enfin, les fossés se bouchent avec le temps. Ils se remplissent de terre, de végétation et de déchets, et les sangliers peuvent finir par trouver le moyen de passer. L'efficacité baisse, les récoltes se font dévorer, et tous ces efforts sont en vain. Certes, les fossés ont permis de sauver de nombreux fermiers, et ils fonctionnent bien dans l'ensemble. Mais pas longtemps, et à cause des bémols que j'ai évoqués, ils n'apportent pas le niveau de protection nécessaire. Les sangliers semblent inarrêtables. On ne peut pas les exterminer et on ne peut même pas ralentir leur reproduction. Mais en fait, c'est pas le cas. Le Kansas a prouvé que rien n'est impossible.
Contrairement au reste des États-Unis, où le nombre de sangliers continue d'augmenter, le Kansas a réussi à contrôler le problème. Tout est parti d'une campagne menée par la base militaire de Fort Riley à la fin des années 90. Avec une approche globale, pièges, raids nocturnes et tirs depuis des hélicoptères. Ça a forcé les sangliers à se disperser à travers l'État et motivé les gens à mettre en place un programme d'éradication. Écoutez ça. En 2006, l'État du Kansas et le service de la pêche et de la faune des États-Unis ont déclaré la guerre aux sangliers. En 2007, l'État a alloué 193 500 € à 3 spécialistes qui devaient travailler à éliminer la population. À leur tour, ils ont collaboré avec les propriétaires terriens. 99,9% d'entre eux ont accepté, ne laissant aux sangliers nulle part où se cacher. Seulement, la chasse a fini par être un problème. À force de tirer sur les animaux, les chasseurs les forçaient à se déplacer vers de nouveaux territoires. La situation ne faisait qu'empirer, comme dans les États voisins. Ainsi, en 2006, le Kansas est devenu le premier État à interdire la chasse aux sangliers. Après ça, seuls les propriétaires terriens et les contractuels embauchés par l'État étaient autorisés à les tuer. Ça a aussi mis fin aux lâchers illégaux de sangliers. Avant, on y procédait pour le bénéfice des chasseurs. Mais la loi ayant interdit la chasse, les lâchers ont pris fin. L'utilisation d'hélicoptères et de tireurs professionnels s'est aussi avérée très efficace. En hiver, quand la végétation se fait rare, les sangliers se rassemblent et les repérer depuis les airs n'est pas difficile. Les repérer et les éliminer. Quelle est la conclusion? En quelques années seulement, le Kansas est devenu le premier État à réduire drastiquement sa population de sangliers. Aujourd'hui, 12 des 13 grands groupes connus ont été éliminés et les chercheurs estiment qu'il reste moins de 500 sangliers dans l'État. D'autres États ont d'ailleurs adopté la méthode du Kansas car elle fonctionne vraiment. Est-ce qu'on pourrait l'appliquer au Brésil? L'avenir le dira. À plus.